À Tunis comme à Brazzaville, à Dakar comme à Alger, la population célèbre aussi la fin des combats. Mais dans le secret des cœurs, les peuples colonisés réclament leur dû. Ils ont versé leur sang et attendent d'être payés en retour. En Algérie, les autorités françaises ont toléré quelques manifestations, à condition que seul le drapeau français soit brandi. Mais dans la ville de Sétif, le cortège va se transformer en champ de bataille. Dans la confusion, un policier français a abattu un jeune militant, porteur d'un drapeau algérien. Ivres de colère, les manifestants s'attaquent aux colons et les massacrent en pleine rue. On dénombre plus d'une centaine de morts et de nombreux blessés. Parmi eux, un homme rossé par la foule a dû être amputé par les médecins. Sa photo sème la panique chez les colons. La haine naît dans les cœurs. La victoire sur l'Allemagne, c'est déjà du passé. Les Français d'Algérie s'organisent en milices et l'armée entre en action. Dans les régions de Sétif, Guelma et Kerata, des villages entiers sont rasés. L'armée n'interroge pas les suspects. Elle laisse les caméras faire leur gros plan. Puis elle exécute. La peur s'installe dans la population arabe et kabyle. Officiellement, la répression s'est soldée par 1500 morts. En réalité, entre 7000 et 15 000 Algériens ont péri. Les autorités étouffent l'affaire. Mon père m'a dit que pour lui, c'était le moment qui avait déclenché en fait la guerre d'Algérie. Côté français, rares sont ceux qui mesurent l'ampleur du drame qui vient de se jouer. Chargé de rétablir l'ordre, le général Duval met en garde de manière quasi prophétique le gouvernement colonial. Je vous donne la paix pour 10 ans. À vous de vous en servir pour réconcilier les deux communautés. Si la France ne fait rien, tout recommencera en pire, et probablement de façon irrémédiable. Mais les autorités ignorent cet avertissement. Alors que l'Algérie est reprise en main par la terreur, la Syrie et le Liban s'embrasent à leur tour. De Gaulle leur avait promis l'indépendance. Une promesse à moitié tenue, car si la France reconnaît désormais leur souveraineté, elle compte y maintenir sa tutelle. Pour mater la révolte, l'aviation française bombarde Damas. Elle y sème la ruine. Dans les décombres, gisent des milliers de morts et de blessés. Victimes inutiles, car la France va se retirer du Moyen-Orient, sous la pression des Britanniques, qui souhaitent régner sans partage sur la région. La Syrie et le Liban accèdent à l'indépendance pleine et entière. Les premières pierres de l'Empire s'effondrent. La France ne peut s'y opposer, d'autant qu'à 10 000 kilomètres de là, s'ouvre un autre front, en Indochine. Au Vietnam, un vent de révolte souffle sur la perle des colonies. Le frêle Ho Chi Minh est devenu le chef de la rébellion. Le leader communiste proclame dès le 2 septembre 1945 l'indépendance de son pays. Sa déclaration ravive tous les espoirs. Aussitôt, le Cambodge et le Laos
engagent eux aussi le rapport de force avec les Français. Pour parer à l'urgence, le gouvernement dépêche le général Leclerc avec 35 000 hommes. Malgré les difficultés qu'oppose la végétation, malgré les retards engendrés par les destructions du Viet Minh, la zone de paix s'étend avec l'avance de nos troupes. Les éléments déchaînés ou les ruses des fanatiques n'ont pas de prise sur des hommes qui se sont battus sur 3 continents. Hier, le méchoui arabe, aujourd'hui, le cochon anamite. Le 23 novembre 1946, la marine française bombarde le port d'Haiphong. Ces obus provoquent plusieurs milliers de victimes. Quelques semaines plus tard, l'armée Viet Minh réplique. La guerre d'Indochine vient de commencer. Elle va durer 8 longues années. Dans la revue Les Temps modernes, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir s'indignent. Il est inimaginable qu'après 4 années d'occupation, les Français ne reconnaissent pas le visage qui est aujourd'hui le leur en Indochine. Ils ne voient pas que c'est le visage des Allemands en France? Ils ne sont pas entendus. La classe politique refuse de voir le mouvement de libération des peuples qui s'enclenche. Cet aveuglement va durer plus de 20 ans. À Madagascar, colonisée par les Français un demi-siècle plus tôt, la population dénonce la brutalité des autorités coloniales. Le mouvement démocratique de la rénovation malgache, fondé par Joseph Ravouange et Joseph Razet, 2 députés français, revendique davantage de liberté. Sans succès. La tension monte. Le 30 mars 1947, des groupes nationalistes s'insurgent. Munis d'armes de fortune, ils s'en prennent aux maisons des colons et des fonctionnaires français. Les attentats se multiplient. Dans le village de Moramanga, le camp militaire est attaqué. Les insurgés assassinent plus d'1 millier de colons et des malgaches accusés de collaboration avec les Français. Pour mater la révolte, des soldats marocains, comoriens et des tirailleurs sénégalais débarquent à Madagascar. Leur mission, pacifier le territoire coûte que coûte. La reconquête militaire de l'île se veut exemplaire. Comme à Sétif, la terreur est de mise. Une véritable guerre s'engage. Des soldats surgissent dans le village de Moramanga et l'incendie. Des dizaines de prisonniers sont traînés en pleine forêt et abattus. Un haut fonctionnaire qualifie l'événement d'oradour malgache. Terrible parallèle avec le massacre nazi commis dans le Limousin en juin 1944. Un journaliste de France Soir raconte. En 3 jours, des milliers d'indigènes sont tués. Des prisonniers malgaches sont chargés en avion et lâchés vivants au-dessus des villages dissidents, comme bombes démonstratives. Craignant pour leur vie, les populations abandonnent leurs foyers. La force et la terreur ont gagné, au prix de plusieurs dizaines de milliers de morts. L'île Rouge n'a jamais aussi bien porté son nom. Cette tuerie est encore inscrite dans la mémoire collective malgache.
3 semaines après la répression de Madagascar, Paris accueille solennellement le monde entier pour une session de l'ONU. Au palais de Chaillot, les 58 États membres votent la Déclaration universelle des droits de l'homme. Sanglante ironie. Permettez aux représentants de la France de dire sa fierté d'avoir vu adopter à Paris la Déclaration des droits de l'homme. Nous considérons, nous Français, qu'il y a là une espèce d'hommage rendu aux efforts séculaires de l'esprit français dans la recherche d'une paix universelle. À la veille des années 50, après 5 ans de répression ininterrompue, la France est parvenue à maintenir la tutelle sur son empire. Le Maghreb et Madagascar sont rentrés dans le rang. Aux Antilles, la départementalisation a calmé la contestation, mais la situation reste tendue. Seule l'Indochine s'est embrasée, mais les Français pensent maîtriser la rébellion. Pourtant, les aiguilles de l'histoire ont tourné. Désormais, Washington et Moscou soutiennent les indépendances pour défaire les anciens empires et renforcer leur propre camp. Après d'âpres combats, la couronne britannique a déjà quitté l'Inde, Ceylan et la Birmanie. Et les Pays-Bas se sont retirés d'Indonésie. Partout, les empires s'effondrent. La France, elle, ne veut rien lâcher.